Bonjour à tous, bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui, on se retrouve pour aborder un nouveau sujet un peu clivant sur YouTube, qui est le sujet des ETF capitalisants. Non seulement vous savez que sur la chaîne, j'aime bien essayer de remettre un peu en cause les discours dominants, et notamment le DCA sur des ETF, que ce soit au niveau du choix des ETF. Donc par exemple, j'avais fait une vidéo pour expliquer pourquoi selon moi les ETF MSCI World et Emerging Market ne sont pas forcément les plus adaptés. Et aujourd'hui, on va essayer de voir pourquoi également selon moi les ETF capitalisants ne sont pas forcément les plus adaptés, ou en tout cas pas les plus adaptés dans toutes les circonstances. Et en plus, ça va nous permettre de revoir un peu les bases et de revoir un peu les différences entre les ETF capitalisants et distribuants. Et je sais que c'est un sujet qui vous intéresse puisque vous m'avez régulièrement posé la question dans les commentaires. Et cette vidéo va se découper en plusieurs étapes. Rapidement en introduction, nous allons rappeler ce que sont les ETF. Ensuite, nous allons voir les spécificités des ETF capitalisants, puis des ETF distribuants. Puis nous allons voir la retenue à la source sur les dividendes, comment elle fonctionne, la fameuse règle des 4%. Si vous ne savez pas encore de quoi il s'agit, ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai à ce moment-là. Les risques inhérents à cette règle des 4%, l'importance des dividendes selon moi, nous allons conclure, et en bonus, à la fin de la vidéo, je vous donnerai les 3 stratégies qui sont viables selon moi pour réellement investir de manière passive sur le long terme et avoir une retraite stable avec une rente stable. Et comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, le petit disclaimer, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et devez faire vos propres recherches avant d'acheter une action et ou un ETF. Et en introduction, donc, rappelons ce que sont les ETF. Ce sont des fonds cotés en bourse, donc ETF veut dire Exchange Traded Fund, et ce sont des fonds gérés de manière passive. Donc en général, ce sont des fonds qui répliquent un indice boursier, donc un indice boursier est tout simplement un indice qui va être composé de plusieurs actions et qui va être représentatif d'un marché. Donc par exemple le S&P 500 aux États-Unis qui reprend les 500 plus grosses capitalisations américaines, ou le CAC 40 en France qui reprend les 40 plus grosses capitalisations françaises. Et 2 grands types d'ETF existent, les ETF capitalisants et les ETF distribuants. Donc, du côté des ETF capitalisants, donc vous en avez déjà probablement entendu parler sur YouTube puisque c'est le saint graal des investisseurs passifs et en général beaucoup de gens ne jurent que par les ETF capitalisants et vont vous parler de DCA sur ETF capitalisants pendant 20 ou 30 ans pour préparer votre retraite et pouvoir vivre de son capital à la retraite. Donc effectivement, les ETF capitalisants ont plusieurs avantages, mais notamment ils réinvestissent automatiquement les dividendes perçus dans le fonds. Donc effectivement, au travers d'un ETF, vous allez détenir des actions et ces actions versent ou non des dividendes, mais si elles versent des dividendes, eh bien ces dividendes vont être reversés aux actionnaires. Mais dans un ETF capitalisant, donc les dividendes ne vont pas transiter par votre portefeuille, donc ils ne vont pas vous être versés, mais ils vont être directement réinvestis pour vous dans les actions de l'ETF. Et donc ça a plusieurs avantages, mais notamment ça permet de réduire le frottement fiscal, puisque à chaque fois que vous touchez un dividende, notamment sur un compte titre, vous payez la flat tax, donc notamment en France par exemple, ça va être 30%. Et également, donc, ça diminue les frais en cas de réinvestissement des dividendes, puisque si vous touchez des dividendes sur votre compte titre, par exemple, ou votre PEA, et que vous voulez les réinvestir ensuite dans l'ETF, par exemple, qui vous les a versés, eh bien vous allez payer des frais de transaction au niveau de votre courtier. Ensuite, au niveau des ETF distribuants, ce sont des ETF qui ont moins la cote en général sur YouTube et dans le milieu de l'investissement français, et pourtant ils peuvent être très pratiques, et notamment ils sont très pertinent dans certains cas que nous allons développer un peu plus tard. Et comme leur nom l'indique, il s'agit tout simplement d'un ETF qui verse, donc qui distribue ses dividendes directement à ses actionnaires sur leur portefeuille. Donc quand les entreprises que vous possédez au travers de l'ETF vont verser un dividende, vous allez percevoir une proportion de ces dividendes à hauteur de votre participation dans l'ETF. Donc l'inconvénient majeur des ETF distribuants, forcément, est le frottement fiscal, puisque à chaque fois que vous allez encaisser un dividende, vous allez devoir payer des impôts. En tout cas, ça c'est bien sûr le cas sur un compte titre, sur le PEA c'est un peu différent et on va revenir dessus juste après, mais sur un compte titre, pour rappel encore une fois, vous payez 30% d'impôts sur le montant perçu des dividendes en France. Mais il y a une petite spécificité à retenir qui s'appelle la retenue à la source. Et attention, beaucoup de gens laissent sous-entendre qu'on ne paye pas d'impôts sur les dividendes dans un ETF capitalisant. Mais c'est faux. En fait, les ETF capitalisants ne sont pas exemptés d'impôts, ils payent des impôts
comme tout le monde et ils vont payer la retenue à la source sur les dividendes. Et en général, ils arrivent à se positionner sur des pays qui ont des régimes fiscaux avantageux, comme par exemple l'Irlande, pour pouvoir ne payer que cette retenue à la source. Ce qui fait que effectivement, ça va être plus optimisé fiscalement que de payer la flat tax, mais il ne faut pas confondre optimiser fiscalement et pas d'impôt du tout, puisque même si vous investissez dans des ETF capitalisants, vous payez donc indirectement avec cette retenue à la source des impôts sur vos dividendes. Et vous voyez à droite, je vous ai remis le tableau que j'avais fait dans ma vidéo concernant les PEA. Et dans ce tableau, vous pouvez voir le montant de retenue à la source sur les dividendes. Alors, sur la France, ici, il y a 0, c'est normal puisqu'il s'agit d'un exemple pour le PEA, mais pour tous les autres pays européens ou même les États-Unis, les USA, etc., les taux sont réels. Donc si vous détenez des actions américaines, par exemple, au travers d'un ETF, eh bien cet ETF va payer les 15% de retenue à la source sur les dividendes qui seront perçus grâce à ces actions américaines. Les retenues à la source sont donc directement payées par l'émetteur de l'ETF. Mais il est très important également à noter que sur le PEA, l'avantage fiscal d'un ETF capitalisant disparaît, puisque vous ne payez que les retenues à la source également si vous réinvestissez vos dividendes dans le cadre d'un PEA. En effet, sur un PEA, les dividendes ne sont taxés que lors d'un retrait du PEA. Si vous les réinvestissez dans le cadre du PEA, vous ne payez pas d'impôt dessus, vous ne payez ni impôt ni cotisation sociale, et donc si vous les réinvestissez, vous ne payez que les retenues à la source. Donc au final, sur un PEA, avoir un ETF capitalisant ou un ETF distribuant revient au même fiscalement. La seule différence va être que vous devrez réinvestir vous-même vos dividendes si vous avez un ETF distribuant. Et maintenant, passons à la règle des 4%. La règle des 4%, vous en avez probablement déjà entendu parler, et pour cause, elle est souvent plébiscitée par les fervents défenseurs de la stratégie passive DCA sur ETF capitalisant. Donc de quoi il s'agit? Cette règle nous dit qu'il s'agit tout simplement d'effectuer une vente de 4% de son portefeuille tous les ans. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez être à la retraite et où vous voudrez vivre de vos investissements, vous allez vendre tous les ans 4% du montant total de votre portefeuille, et en théorie, le capital ne devrait jamais s'épuiser. En effet, il y a des études qui ont montré que 4%, c'est à peu près le taux de retrait le plus optimisé pour ne jamais arriver à zéro en termes d'argent, et même pouvoir continuer à gagner de l'argent tous les ans, tout en effectuant des retraits. Puisque en théorie, et c'est logique, si la bourse fait 8 à 10% de rendement par an, eh bien si vous retirez 4%, vous allez toujours avoir entre 4 et 6% de rendement en plus par an. Et en théorie, c'est également une méthode qui est plus optimisée fiscalement, puisque sur les dividendes, vous êtes taxé à 30% sur l'intégralité du montant versé, mais honnêtement, cet avantage fiscal est relativement minime. Et personnellement, je n'aime pas cette règle, car, et ça c'est un choix personnellement, je ne veux pas toucher à mon capital, et je ne voudrais probablement jamais toucher à mon capital. J'aime l'idée que mon capital me donne une rente, me donne un rendement, mais je n'aime pas l'idée de devoir vendre une partie de ce capital pour obtenir ce rendement. Et ça nous amène à parler des risques de cette règle des 4%. Car en effet, déjà premièrement, rien ne garantit qu'à l'avenir, cette règle des 4% tiendra, car cette règle des 4% a été faite sur des données historiques. Et historiquement, il est vrai que la bourse a fait entre 8 et 10% de croissance par an, mais si sur les prochaines années, pour X ou Y raison, la bourse venait à faire moins, et si elle descendait par exemple à 4% de rendement par an sur les 50 prochaines années, et bien là, cette règle de 4% ne tiendrait plus du tout, et à votre retraite, en fait, vous ne pourrez tout simplement pas l'appliquer. Non seulement ça, mais en plus, en cas de crise majeure, vous n'allez pas vouloir vendre 4% de votre portefeuille. En effet, si demain, vous vous retrouvez en 2008, quand les marchés ont pris moins 50%, et que vous voyez votre portefeuille dans le rouge à moins 50%, ça sera très dur psychologiquement de vous dire « je vais vendre 4% de mon portefeuille à ce moment-là », et ça sera même très dommageable pour votre portefeuille, puisque ça sera le pire moment possible pour vendre une position. Et également, il est très important de noter que selon les simulations, il y a toujours environ 25% de risque sur lequel vous perdez du capital. Et donc vous voyez à droite que j'ai fait une simulation sur Portfolio Visualizer, donc vous pouvez la refaire vous-même d'ailleurs si ça vous intéresse. Donc j'ai fait une simulation Monte Carlo sur 30 ans. Comme paramètre initial, j'ai pris 1 million de dollars en portefeuille, investi sur l'US Stock Market, donc c'est-à-dire des actions américaines.
et j'ai pris un résultat ajusté de l'inflation, donc ça c'est très important, puisque évidemment la valeur du dollar aujourd'hui ne sera pas la même que dans 30 ans, 50 ans, etc. Donc 30 ans c'est une période intéressante, pourquoi? Parce que ça veut dire que si vous partez à la retraite à 60 ans en théorie, et que vous commencez vos retraits à 60 ans, ça va vous donner une indication de ce qui vous restera à 90 ans. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que dans 10% des scénarios, on perd beaucoup d'argent, puisque dans 10% des scénarios, à la fin de cette période des 30 ans, il nous reste 500 000 $. Ensuite, dans 25% des scénarios, on a à peu près un résultat équivalent à l'arrivée, donc là on voit qu'on a 959 000 $ à l'arrivée, et ensuite on a à peu près 75% des scénarios dans lesquels on gagne de l'argent même en faisant ses retraits. Mais pour moi c'est quand même un énorme red flag, puisque ça veut dire que ajusté de l'inflation, si vous faites ces retraits de 4% tous les ans, vous avez quand même 25% de chance de perdre du capital à la fin de la période de retrait, et ça c'est quelque chose qu'on veut absolument éviter. Donc avec cette stratégie, vous mettez donc votre capital à risque, et in fine votre retraite à risque. Et non seulement votre retraite, mais aussi vous vous privez de transmettre ce capital ensuite à vos enfants par exemple. Et tout cela nous amène à parler de l'importance des dividendes selon moi. En effet, le gros avantage des dividendes, c'est qu'ils permettent de percevoir une rente sans endommager votre capital initial. Donc si vous avez 1 million investi sur les marchés, vous allez percevoir des dividendes qui vont être complètement décorrélés de ces 1 million et qui vont tomber en plus de ces 1 million, et votre capital initial ne va jamais s'épuiser. Ensuite également, ce qu'il est très important de noter, c'est qu'en cas de crise, les dividendes baissent moins, voire pas du tout, car ils sont décorrélés du prix des actifs. Et le cours d'une action peut très bien chuter, mais ces dividendes rester stables ou même augmenter d'année en année, ce qui est très positif. Et même en cas de crise, le yield de votre portefeuille augmentera puisque le prix total baissera. Puisque en effet, le yield d'une action, donc c'est-à-dire son rendement en dividende, est calculé en divisant le prix de l'action par le montant de dividendes qu'elle verse. Donc forcément, si son prix baisse et que le montant de dividendes qu'elle verse continue, voire augmente, le yield va augmenter in fine. Et c'est d'ailleurs un des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber sur les actions à dividendes qui versent un gros rendement, puisque très souvent, si elles versent un gros rendement, c'est tout simplement que le cours de leur action a énormément chuté. Mais ce n'est pas le sujet ici, et vous voyez que j'ai refait ici une simulation sur Portfolio Visualizer, toujours ajustée de l'inflation, et ici, on est parti avec un capital initial de 10 000 $, un réinvestissement de 1 000 $ par mois, et on est sur une période allant de 1985 à 2024, donc environ 40 ans. Et ce qu'on peut voir ici sur le graphique du haut, c'est que non seulement vous avez gagné beaucoup d'argent, puisque à la fin vous avez un capital qui dépasse les 2 500 000, et comme vous pouvez voir sur le graphique du bas, le rendement en dividende est absolument énorme, et vous avez environ à la fin des 40 années 105 000 € de dividendes qui tombent tous les ans. Et également, ce qu'on remarque, c'est que même pendant les baisses des marchés, la courbe est plutôt stable. Et en fait, à part en 2000 où on a eu une grosse réduction, on voit qu'en 2008, la baisse des rendements en dividendes a été minime. Et également en 2020, les rendements n'ont quasiment pas été impactés. Et on voit que ça a tendance à augmenter tous les ans de manière à peu près stable. Et à noter également, comme on l'a dit un peu plus tôt, que sur le PEA, l'avantage fiscal des ETF capitalisants est annulé en cas de réinvestissement des dividendes, puisque sur le PEA, vous ne payez pas d'impôt si vous réinvestissez vos dividendes dans le cadre de ce PEA. Donc effectivement, les dividendes sont intéressants, et ce pour plusieurs raisons, mais il est quand même important de noter que la plupart des ETF, en tout cas si vous investissez sur un ETF S&P 500, vous allez avoir à peu près 2% de rendement en dividendes, versus 4% si vous faites des retraits à 4%. Donc ça veut dire que sur un portefeuille d'1 million de dollars, par exemple, vous allez toucher 40 000 $ par an grâce à la méthode de retrait des 4%, versus 20 000 $ par an grâce aux dividendes. Donc ici, il est quand même important de rappeler que même si les dividendes, selon moi, sont moins risqués et sont plus performants en temps de crise et sont surtout plus adaptés pour un cas de rente, il faut quand même un montant en capital plus important pour pouvoir en vivre pleinement. Et donc maintenant, pour conclure, les ETF capitalisants sont bien dans une phase de capitalisation, comme leur nom l'indique, puisqu'ils sont mieux optimisés fiscalement, notamment sur un compte titre, et surtout ils sont plus passifs puisque vous n'avez pas à réinvestir les dividendes vous-même dans l'ETF. Par contre, en phase de rente, la règle des 4% selon moi n'est pas idéale car elle ponctionne votre capital, elle est dangereuse en cas de crise majeure et rien ne nous garantit que cette règle sera toujours viable à l'avenir. Et donc les ETF distribuants sont mieux adaptés selon moi à la phase de rente d'un portefeuille. Et donc maintenant, en bonus, nous allons voir que faire concrètement, et pour ma part, je propose 3 stratégies
qui permettent à la fois de se constituer un capital et également de pouvoir en vivre ensuite en phase de rente, c'est-à-dire lors de sa retraite. Le premier point serait de commencer sur un ETF capitalisant, puis ensuite de basculer son capital sur un ETF distribuant lors de sa retraite, par exemple, pour pouvoir ensuite vivre de ses dividendes, soit totalement si vous avez un gros capital, soit partiellement et avoir un complément de revenus grâce à ces dividendes. Ensuite, pour maximiser le rendement, ce que vous pouvez également faire, c'est être sur un ETF capitalisant quand vous êtes en phase de capitalisation, puis basculer carrément sur un ETF dividende à la retraite. Mais là, attention, sur les ETF dividendes, il y a pas mal de pièges à éviter également. Il faut choisir le bon ETF dividende, mais ça peut vous permettre d'optimiser le rendement et d'optimiser la rente ensuite lors de votre retraite. Et si ça vous intéresse, ce sujet des ETF dividendes, donc des ETF spécialisés dans les hauts rendements et ou dans les actions qui augmentent beaucoup leurs dividendes, dites-le moi en commentaire et je ferai probablement une vidéo sur ce sujet. Et en troisième point, évidemment, vous savez, ma méthode préférée, le stock picking sur des actions de qualité versant des dividendes, puisque là, vous maximisez l'effet cumulé, puisque non seulement vous avez des actions qui vont surperformer le marché sur le long terme, mais en plus, elles versent des dividendes avec une forte croissance, donc en général entre 8 et 12% par an, et ça, c'est idéal pour un investissement à 20-30 ans dans le futur, puisque plus une entreprise augmente son dividende de manière agressive, plus l'effet cumulé et boule de neige va être énorme et vous allez avoir un rendement de plus en plus impressionnant au fil des ans. Et voilà, nous avons terminé cette vidéo. Merci à tous de m'avoir écouté. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Dites-moi quelles sont vos stratégies. Est-ce que vous avez des ETF capitalisants, des ETF distribuants ou les deux? Et est-ce que vous êtes convaincu par cette règle des retraits des 4% ou comme moi, est-ce que vous ne l'êtes pas? Dites-moi tout en commentaire. Et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'aller me suivre sur Instagram @iq-invest.fr. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!